Ralph et bonjour Xavier. Merci d'avoir accepté cette petite interview en fin de journée, un vendredi. C'est pas toujours très facile. Bon, comme on est payé en heure sup, ça va. Hein. Ouais, bon, très bien. On n'a pas ça, nous. On devrait faire une petite réclamation auprès de nos employeurs. Mais bref, on parlait de recettes juste avant que la caméra soit allumée. Moi, j'avais envie de parler de celle du western et pas des poires. Non, c'était Charlotte aux poires, désolé. Et je voulais savoir si vous deux, vous constatez, parce que à mon sens vous en faites partie, de cette résurgence du western dans le franco-belge qu'on voit apparaître depuis quelques mois déjà. Oui, c'est sûr que là, depuis le début de l'année, il y a eu pas mal de titres western. Il y a au cinéma, il y a Tarantino qui se remet au western. Je pense que c'est assez générationnel. Xavier et moi, on a le même âge. On a été biberonnés à la dernière séance, qui était une émission sur FR3, ça s'appelait FR3 à l'époque, présentée par Eddie Mitchell le mardi soir et qui présentait plein de westerns. Et puis bien sûr le Lucky Luke, Blueberry, Durango pour Xavier. Tout ça, ça a été vraiment très présent dans notre jeunesse et je crois qu'il y a un moment tu as envie en tant qu'auteur de t'essayer au genre parce que c'est un genre qui est très fantasmatique, quoi. C'est vrai, alors moi je pense que pour reprendre le mot de la question, le western c'est pas une recette. Le western, c'est des ingrédients. C'est-à-dire que comme ingrédients, il y a le saloon, il y a le canyon, le Colt, la Winchester. Ça, on est tous d'accord, il y a ces ingrédients-là. Mais après, suivant les cuisiniers, vous n'allez pas du tout obtenir le même plat. Et parce qu'en plus, on ne force pas chacun sur les mêmes ingrédients. Et ce qui est intéressant, justement, c'est de partir tous avec les mêmes ingrédients de départ et de voir comment chacun décide de faire ou d'insister plus particulièrement sur une partie. Et voilà, et donc nous par exemple on a une recette très particulière qui est un mélange, savant mélange de western traditionnel américain, esprit des années 50 à 60, avec de grosses paraboles, un gros message autour d'une civilisation et des problèmes qu'elle peut avoir. Nous, c'est l'histoire d'un homme qui tout seul a son or et décide de l'emmener dans la tombe plutôt que de le partager avec ceux qui lui ont permis d'être riches. Bon. Et on mélange ça avec une grosse dose d'épices qui sont les épices qui viennent directement du western italien, c'est-à-dire une grosse iconographie, une volonté de travailler tous les détails, de charger au sens positif du terme l'image de plein d'éléments visuels et non pas être dans une image épurée. Et voilà pourquoi, donc à mon avis, le western c'est des ingrédients, pas une recette. Justement, dans le choix de ces ingrédients, est-ce qu'il y a, puisqu'on parlait d'un mélange de western américain et italien, est-ce qu'il y a des noms, on parlait de Tarantino tout à l'heure aussi, est-ce qu'il y a des noms très particuliers qui vous ont inspiré pour cette histoire des deux premiers Undertaker? Des noms de réalisateurs de réalisateurs ou on va dire même de dessinateurs qui auraient pu attaquer le genre western? Voilà. C'est sûr que la réponse va être un petit peu évidente. J'ai été biberonné à Blueberry, qui est une influence très importante pour moi. Mais avant que ce soit une influence sur mon travail, c'est avant tout une influence sur moi en tant que lecteur. J'ai adoré les lire, j'ai eu des émotions très fortes en les lisant plus jeune. Et voilà, le fait de vouloir faire un western aujourd'hui, c'est avoir envie d'essayer de donner le même type d'émotion aux lecteurs, quoi. Voilà. Moi, en fait, je crois que j'ai eu plus un accès au western par le cinéma. Alors je pourrais vous en citer 50 forcément, mais ceux qui me viendraient immédiatement à l'esprit, c'est L'homme qui tua Liberty Valance, évidemment, Rio Bravo, évidemment, le 3h10 pour Yuma de Delmer Daves, qui est un film qui est un film clé pour moi. Incroyable. Pardon ? Il est incroyable. Ouais, incroyable. On en parle pas assez, mais... Ça en dit tellement sur... ne regardez pas Le train sifflera 3 fois, hein, c'est bien. S'il vous plaît, regardez d'abord 3h10 pour Yuma, ça dit la même chose, mais mieux. Bon. Et voilà, donc il y a plein de ces westerns classiques. Et puis la tarte à la crème des tartes à la crème, mais Le Bon, la Brute et le Truand, évidemment, pour son univers.
Ok, et pour revenir à d'autres noms, mais ceux qui sont ceux de vos collègues plutôt, par rapport à cette résurgence du western, est-ce que vous avez lu, petite curiosité, Sykes ou Buffalo Runner, édité chez Le Lombard et Rue de Sèvres respectivement, et qui font partie un peu à mon sens de ce retour, de cette nouvelle vague du western, enfin, si on peut me passer l'expression, c'est abominable. Alors, j'ai pas lu Buffalo Runner, pas encore eu l'occasion de le faire, mais j'ai lu Sykes par contre, qui est pour le coup... je pense qu'avec Undertaker, on essaye de reprendre tous les ingrédients du western, mais en amenant une épice qui est un petit peu différente. C'est-à-dire ce croque-mort qui amène un angle différent sur les thématiques classiques du western américain. En l'occurrence, pour Sykes, c'est vraiment un bouquin intéressant, mais qui est dans une lignée, je veux dire, beaucoup plus classique, qui est finalement qui est une sorte d'hommage au western hollywoodien, je trouve. Mais c'est super intéressant et je trouve que c'est là la richesse du western, c'est la variété de possibilités que le genre offre. Moi j'ai pas lu ça, j'ai lu Buffalo Runner, j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'il y avait une volonté de revenir, alors là, ce que j'appelle le western documentaire. Et il y a plusieurs approches dans le western, il y a un western qui est plus dans la mythologie, et un western plus dans une approche documentaire. Par exemple, Deadwood est une approche presque documentaire en fait du western, et pas mythologique. Et nous, on est plutôt mythologique quand même. Et j'ai beaucoup aimé Buffalo Runner pour son côté justement western, recherche de vérité historique, documentaire. Et pour un détail aussi, il fait super bien les impacts de balles. Quand les armes tirent, tu sens l'impact et l'impact de la balle qui fait reculer. Il y a un vrai truc de dessin de Timur Strugger là-dedans, c'est vraiment super. Donc très différent, très chouette. Puisqu'on parlait de mythologie, moi il y a un truc qui me frappe avec Undertaker et qui m'a fait vraiment adorer la série, c'est justement le personnage donc, de Monsieur Crow. Et Crow ouais. Et qui est à mon sens un peu justement ce qui donnait un peu la saveur à la série et qui est totalement un personnage qui s'invente sa propre mythologie. Et j'avais une question à propos de ce choix, de pourquoi avoir choisi finalement un personnage comme ça, qui est dans la caricature, jusque dans Lucky Luke, quelque part, le type un peu exécrable qui est jamais vraiment le héros en fait. Enfin, d'accord. Si près qu'on puisse l'appeler un héros. D'accord. Alors l'idée du croque-mort, c'était moi qui l'ai proposé à Xavier. C'est un personnage que je trouvais qui est omniprésent dans les westerns, que ce soit au cinéma ou en bande dessinée, mais qui avait jamais eu les faveurs du premier rôle, enfin en tout cas à ma connaissance. Et je trouvais ça intéressant. Et puis aussi d'un point de vue graphique, il est très très intéressant, il est très iconique, il est immédiatement reconnaissable, donc c'était très intéressant. Et puis à partir de là, voilà, Xavier a dû faire un gros travail pour faire en sorte qu'une idée fun devienne un concept intéressant pour que ce personnage se trouve de manière crédible au centre de diverses aventures, quoi. Et après, je vais laisser Xavier parler de la notion de contraste, qu'il fait très très bien. Transition toute trouvée. Ouais, alors, oui, on pourrait par exemple, mais avant, à mon avis, quand on parle d'un croque-mort, il y a surtout des écueils qu'il faut éviter. À mon avis, le premier écueil qu'on avait avec Ralph, c'était de dire, ok, il a une bonne tête, il a un chouette costume, on dit il est croque-mort, mais en fait, on s'en sert pas. Moi je me suis dit ok, si c'est un croque-mort, il faut qu'on se serve du fait qu'il soit un croque-mort. Il faut que c'est un rôle dans l'histoire. Et il n'y aura pas d'épisode, parce qu'il y aura d'autres épisodes d'Undertaker, il n'y aura pas d'épisode qui aurait pu arriver s'il n'était pas croque-mort. Voilà. Soit ce sera utile tout au long de l'épisode, soit au moins ça justifiera le début de l'épisode. Mais ça c'est la première chose, je voulais pas d'une gratuité. Donc ça sous-entendait déjà trouver une raison pour laquelle il puisse être croque-mort pendant tout l'album. Ça sous-entendait de connaître son métier de croque-mort, donc de travailler un peu, qu'est-ce qu'un croque-mort, comment il travaille, qu'est-ce qu'il fait. Et puis de se demander aussi comment les problèmes allaient arriver au croque-mort. Et après, effectivement, c'est pour ça que je pense Ralph parlait de contraste. L'idée aussi était de dire comment on va pouvoir surprendre à partir de son apparence. Et donc là, il y a eu tout un travail pour essayer de se dire, ok, il a l'air d'être un peu vulgaire, un peu cynique, un peu dur, un peu débraillé, un peu à la ramasse. Et donc s'il a l'air d'être tout ça, c'est donc naturellement qu'en réalité, il ne l'est pas vraiment. Et donc il est quoi en réalité? Si vous lisez la série, vous le saurez. Voilà. Et donc c'est tout ce travail de contraste que nous on est effectivement amené à faire.
Et à propos de l'iconisation du personnage, moi ce qui m'avait le plus frappé, voire fait marrer, c'est l'évolution du vautour en fait, qui au départ est un vautour presque classique et qui au fur et à mesure des diptyques, alors je sais pas si c'est volontaire, devient presque un animal de compagnie et à la limite du sidekick Disney qui va parler, enfin qui même parle en fait. Ah non, il parle pas. Ah non, il parle pas. Ah, c'est lui qui lui parle. Alors d'ailleurs, c'est amusant que vous parliez de ça parce que bon voilà, j'ai rendu à Ralph le scénario du tome 3. Ok. Et alors c'est amusant parce que toujours, évidemment par rapport à un premier jet de scénario, je m'attends pas à qu'il soit parfait. C'est jamais parfait un premier jet. Et donc on s'attend à des remarques. Bon. Et là, des remarques importantes ont porté sur le rôle du vautour. Le rôle du vautour n'était pas assez développé, donc j'ai naturellement réécrit une version 2 dans laquelle le vautour a un rôle bien plus important. Ok. Il a 30 pages. Oui, alors on parle du vautour. Vautour. Quand le vautour s'envole, quand le vautour atterrit, la ponte de l'œuf, il rencontre une femelle vautour, et mais il y a un autre vautour. Non. Rien à ajouter. Et en dehors de tout ça, du coup, en dehors de toutes les histoires de vautours, qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre pour la suite d'Undertaker, pardon, je vais y arriver, vendredi soir, tout ça. Et... Des rires, des larmes, ouais. de la souffrance. J'imagine aussi. La suite va s'ouvrir sur donc un nouveau cycle de 2 albums, dont le premier s'appellera L'Ogre de Sutter Kemp. Alors vous savez déjà, les suites c'est toujours plus sombre. Vous avez remarqué, hein, Indiana Jones 2 c'est plus sombre qu'Indiana Jones 1, l'Empire contre-attaque c'est plus sombre que la Guerre des Étoiles, etc., etc. Donc il y aura toujours tous les ingrédients, je pense, d'Undertaker, mais ça va être un peu plus sombre. Et là, le cœur de cette histoire, et je vous révèle rien, c'est que en fait, l'Undertaker, Jonas Crow, va être confronté à un personnage qui est quelque part comme lui, mais en pire à tout niveau. Et le point de départ du nouveau cycle est le suivant, c'est cet homme, l'ogre de Sutter Kemp. Vous savez, ces médecins ambulants qu'il y avait à l'époque du Far West. Celui-là s'appelle Geronimo Squint. Et Geronimo Squint va de village en village, vend son élixir et sa médecine, car il est médecin. Et vous savez quoi, c'est un excellent médecin, vraiment, très très bon, très doué, un excellent chirurgien en particulier, et son élixir soulage vraiment les douleurs. C'est normal, il y a de la morphine dedans, mais ça marche. Simplement, le problème, c'est que de temps en temps, après avoir sauvé un certain nombre de gens, ce bon docteur Quint s'autorise le droit d'en trucider un certain nombre. Et c'est lui que Jonas Crow va devoir arrêter, d'autant que ces 2 hommes ont un passé en commun. Pour en savoir plus, Undertaker 3, janvier 2017, édition d'Argo. Voilà, je pense qu'on peut arrêter là, le teasing était parfait. Merci beaucoup pour votre temps et vos réponses. Merci à vous.